l'université d'État, l'université Lomonosov. Il avait dirigé la chaire de géopolitique. Donc c'était le spécialiste des gens du monde, les diplomates russes passés entre ses mains. Donc c'était pas n'importe qui, effectivement, dans le dispositif. Il avait quitté son poste en 2014 pour rejoindre la 10e télévision de Malofeyev Stalingrad. Donc c'était à la fois un philosophe, un journaliste, parce qu'il avait travaillé pour une chaîne de télévision, et en même temps un géopolitologue. Sa femme et sa fille étaient des philosophes. Il avait rencontré sa femme à l'université, et sa fille était philosophe. Donc on est dans un monde où les brutes assassinent les sages. On est dans un monde où Alexandre Dugin et sa fille ne maniaient pas des explosifs, ils maniaient des concepts. Ils n'allaient pas poser des bombes sur les voitures de leurs contradicteurs, ils leur opposaient des arguments. Mais quand on n'a pas d'arguments à opposer, parce qu'on a tort tout simplement, leur force était d'avoir raison. Quand on n'a pas d'arguments à opposer, on assassine tout simplement. C'est le principe qu'on entend chez les Anglais, kill the messenger. Quand on ne peut pas tuer le message, on tue le messager. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une nouvelle chanson. Donc j'insiste sur ce point, c'est un point essentiel. Donc, il y aura 3 points dans ce que je viens de dire, je viens de dire le deuxième. Le troisième, bien évidemment, il faut disqualifier à la fois Alexandre Dugin et sa fille. Alors il n'est pas mort, mais elle est morte. Et donc il faut la discréditer. C'est quand même extraordinaire. C'est elle la victime, mais on va la culpabiliser. Alors comment faire? Eh bien il y a un argument qui marche à tous les coups, extrême droite. Extrême droite. Ouais. Si vous regardez les articles qui sortent actuellement sur Dugin et sur sa fille, extrême droite. Alors, il faut savoir que le concept de droite et de gauche, déjà, il n'a aucun sens. Il faut le savoir, ça n'a aucun sens. C'est la version française du bipartisme anglo-saxon. Le bipartisme anglo-saxon, c'est le truc qui permet de vous faire croire que vous vivez en démocratie par le biais de l'alternance. Et quand vous regardez d'un côté comme de l'autre, ils sont d'accord, ils passent par les mêmes écoles, l'INA en particulier, et ils font la même politique. Enfin, ils s'attribuent la même politique, c'est-à-dire une politique sécuritaire sera faite par un gouvernement de gauche, et une politique sociale sera faite par un gouvernement dit de droite. Donc il n'y a pas plus de démocratie dans cette affaire que de beurre en proche. Il faut bien comprendre ça. Donc gauche-droite, c'est à gauche en entrant, gauche en entrant, c'est à droite en sortant. Ça ne veut rien dire. Rien, strictement rien, c'est du bipartisme à l'anglo-saxonne. Travailliste, conservateur ou démocrate et républicain. Et on enfume le peuple parce que c'est les patrons qui dirigent. Mais alors, s'il y a bien un endroit où ça n'a aucun sens, c'est en Russie. Il n'y a pas de gauche et pas de droite en Russie. Alors, bien, vous pouvez trouver des slavophiles, vous pouvez trouver des gens qui sont au contraire européistes, ça d'accord, qui sont modélisés en temps, mais il n'y aura certainement pas de gauche et de droite en Russie. Aucun sens. Non. C'est pour nous. Donc, c'est bien. Donc, c'est un concept complètement absurde. Quant à l'extrémisme, c'est bien joli, mais je veux dire, dans la mesure où c'est pas Daria Dugina qui pose des bombes sous les voitures de ses contradicteurs, c'est pas elle l'extrémiste. L'extrémiste, c'est celui qui pose 400 grammes d'explosifs militaires magnétiques avec un sort magnétique, donc un dispositif militaire sous la voiture de Daria Dugina. D'accord? Alors ça, c'est de l'extrémisme. D'accord? Alors c'est facile, quand on veut discréditer l'adversaire, on le traite d'extrémiste, et quand on veut diviser le camp d'en face, on pratique donc la division gauche-droite, etc. Ne vous laissez pas avoir par ces arguments, ils sont tout simplement fallacieux. Et pour finir, je compléterai ce qui a été dit par notre camarade Didier tout à l'heure. Cette guerre, c'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est une guerre de l'ordre mondial, de la gouvernance mondiale, contre le pôle de résistance qui a émergé, le pôle de résistance qui résiste au système de pillage virtuel de l'économie réelle, qui est un pillage planétaire, et qui maintenant a trouvé son échéance. Pourquoi? Parce que ce système de pillage, il est faussé. C'est le système de Wall Street. Wall Street, c'est l'interface qui permet le pillage virtuel de l'économie réelle. Et on ne pouvait pas en sortir parce que les Américains ont mis à notre disposition tous les outils dont on a besoin. Le smartphone, par exemple. Mais en l'occurrence, quand on parle de système bancaire, la réserve fédérale, parce que les gens qui dirigent le monde, c'est la réserve fédérale. À Washington, il n'y a que des marionnettes. Ça s'appelle Obama ou Trump, il n'y a que des marionnettes. Donc, les gens qui dirigent le monde ont pris le contrôle des États-Unis d'abord le 23 décembre 1913, au moment de la création de la réserve fédérale, un consortium de 5 banques privées qui ont confisqué l'attribut de souveraineté numéro 1 qui s'appelle la création monétaire, et donc qui imprime le dollar. Ces gens-là qui ensuite ont pris le contrôle de la planète grâce au rôle pivot du dollar
dollars le 22 juillet 1944, aux accords de Bretton Woods qui a fondé le FMI, ces gens-là qui dirigent la planète n'ont aucune légitimité justement démocratique. On parle de démocratie toutes les 5 minutes, on entend le mot démocratie, mais il n'y a pas plus, je répète, de démocratie que de peur en broche. Et là, ces gens-là ont vu émerger tout d'un coup un pôle de résistance, constitué d'abord par les BRICS, et les BRICS parce que l'Afrique du Sud est un peu sortie du jeu, et puis des pays comme le Venezuela, etc. Bon. Et alors les BRICS, tu te rappelles, c'est Brésil, Russia, India, China et South Africa. Et puis ensuite par l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe, pas seulement, mais principalement, la Russie, l'Inde et la Chine. Et ces gens-là, en particulier, et retenez bien ce que je vais vous dire, parce que personne ne vous en parlera, en 2014 est une année charnière. Pourquoi? Parce qu'en 2013, le système qui permettait aux Américains de dominer le monde grâce au rôle du dollar a été contrecarré par la mise en place, qui reposait sur le système SWIFT. C'est-à-dire c'est comme votre téléphone mobile, vous ne pouvez pas vous en passer, donc vous êtes espionné en permanence. Toutes vos données sont analysées par les super-ordinateurs de la National Security Agency et du CGHQ, avec des super-ordinateurs d'intelligence artificielle qui collectent tout ce que vous dites qui peut avoir attrait à ce qui les intéresse. Et l'intelligence artificielle se charge, ils n'ont pas besoin d'intervention humaine, se charge de faire le tri. Et si jamais vous commencez à être un peu dangereux pour ces gens-là, ben vous êtes mal barré, comme Daria Dugina. Et donc, ils ont vu émerger un pôle de résistance, mais ils n'avaient pas peur, parce qu'ils avaient fourni tous les outils, notamment le système de transfert électronique de l'argent dans toutes les transactions internationales, le système SWIFT. Alors les Russes et les Chinois se sont dotés d'un système alternatif. Chez les Russes, ça s'appelle le CPFS, Sistema Передачи финансовых сообщений, donc système de transfert Moi-même. Ah, j'ai oublié. Regardez-les, on les mettra. Donc, qu'est-ce que je disais? Le point Goldwyn est atteint. Voilà, on a. Le point Goldwyn est atteint déjà. Bon. Et donc, ce système de transfert électronique russe a été mis en place en 2013. Au même moment, les Chinois ont mis en place un autre système qui s'appelle le CIPS, China Interbank Payment System, qui est l'équivalent. Ces deux systèmes ont été mis en place en 2013 et interconnectés en 2017. Ça, c'était la fin de la suprématie américaine. D'autant plus que un transfert électronique doit permettre de quand même toucher l'argent. Donc il faut une chambre de compensation. La seule chambre de compensation qui permettait de faire ça, c'était la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque des banques. Et eux, ils ont mis en place deux banques. Une banque chinoise qui s'appelle l'AIIB, Asian Infrastructure and Investment Bank, ça c'est chinois, et une banque des Brites qui s'appelle la New Development Bank. Donc ils avaient aussi une chambre de compensation. Et à partir de ce moment-là, et en même temps, ils ont commencé à vendre leur gaz et leur pétrole sans passer par l'interface obligatoire du dollar. Donc c'était la mort du dollar. Et il faut savoir que ce qui est existentiel pour les Russes, effectivement, c'est la terre, parce que ce sont des sédentaires, ce sont des continentaux, ce sont des gens qui vivent par la charrue et non par l'épée. Alors que les pirates vikings, eux, vivent par l'épée depuis toujours. Ils font la guerre à tout le monde. Hein. Ils ont 29 années de paix dans toute leur existence, sur 246 ans d'existence. Je parle des Américains, mais pas forcément que les Américains. Et donc, et ces gens-là sont des pirates vikings qui, eux, sont offshore. Les pirates, ils sont offshore. Et c'est un paradis fiscal, un gigantesque paradis fiscal. C'est l'île au trésor, si vous voulez. L'île au trésor, on va cacher son pognon. Le pognon que les pirates ont volé, on va le cacher dans l'île au trésor. Ben, l'île au trésor, c'est devenu l'Amérique. Et là, chez ces gens-là, eh bien, ce qui est existentiel, c'est la monnaie. Aujourd'hui, ils ont jeté l'ancre au large de New York. Demain, ils iront jeter l'ancre au large de Hong Kong. C'est aucun problème pour eux. Ils en ont rien à foutre des États-Unis. Parce que l'Américain moyen, lui, il est victime de ça. Exactement comme les Russes étaient victimes du communisme. L'Américain, ils ont 110 millions de pauvres pour une population qui fait un peu plus de 330 millions d'habitants, c'est-à-dire un tiers de la population. Et si vous regardez sur Internet, vous regardez The Streets of Philadelphia, Kensington Avenue, et vous verrez des milliers de sans-abri drogués dans la rue, dans une ville qui était Philadelphie, qui était la vitrine du rêve américain, c'est devenu la vitrine du cauchemar américain. Et si ensuite vous allez sur un site qui s'appelle www.usdebtclock, donc la dette américaine, le compteur de la dette américaine, usdebtclock.org. Vous verrez l'ampleur de la dette américaine. C'est de l'argent qu'ils nous doivent, qu'ils rembourseront jamais. Elle est pour la dette publique, 30 000 milliards de dollars.
pour la dette totale, elle est de 90 000 milliards de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le site américain usdebtclock.org. Voilà la raison pour laquelle ils étaient obligés de faire cette guerre. Cette guerre, c'est pas une guerre. C'est une guerre qui se déroule en Ukraine pour l'instant. Et qui se déroule en Ukraine parce que Poutine a voulu éviter que cette guerre devienne une guerre mondiale. Il a voulu qu'elle reste une guerre régionale. Et avant que l'Ukraine bascule dans l'OTAN, il est intervenu. Il est intervenu dans un conflit qui durait depuis 8 ans, qui avait fait 16 000 morts dont personne ne parlait. Et aujourd'hui, tout le monde parle de l'Ukraine, tout d'un coup, parce qu'il y a eu une réaction. Et en fait, le président Poutine, enfin c'est pas lui parce qu'il n'est pas tout seul, hein. On personnalise comme on avait personnalisé avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, avec tous les gens qui ont tout simplement voulu vendre leur pétrole sans passer par l'interface du dollar, ils voulaient vendre leur pétrole en euros, Hugo Chavez aussi. Bon, donc c'est bien le problème. Eh bien, la Russie, dont son président, mais la Russie, est intervenue dans un conflit qui durait depuis 8 ans pour y mettre fin. Parce que c'était un massacre, parce qu'il était les Ukrainiens de Kiev, que je sache, pendant 8 ans, ce ne sont pas les habitants de Donetsk qui sont allés bombarder Kiev. C'est bien l'inverse qui s'est produit. Ce sont des gens de Kiev qui sont allés bombarder Donetsk. Et en bombardant Donetsk, ils bombardaient des civils. Et moi, j'ai des kilomètres, et je suis un ami personnel aussi de Anne-Laure Bonnel. Regardez Anne-Laure Bonnel, regardez les documents qu'elle a fait. Hein. Elle a 70 heures de rush, je les ai vus, avec des enfants, des femmes et des enfants déchiquetés, coupés en morceaux, dont personne ne parlait. Donc, indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que quand on veut s'indigner, on peut, et puis pas, voilà, maintenant, là par contre, voilà, c'est maintenant. À l'époque, on ne s'indignait pas. Je vous remercie de votre attention. Bravo, merci. Hein.